Bonsoir. Donald Trump, l'économie et sa relation difficile avec le Québec, Pierre Poilievre se prête au jeu de la grande entrevue. Le congé de TPS commence à minuit. Les petits commerçants ont-ils réussi à surmonter le casse-tête? Et 3 ans plus tard, le PDG d'Air Canada fait la preuve qu'il est toujours aussi unilingue anglophone. Ici Emmanuel Latraverse, c'est l'heure du bilan de la semaine. Bonsoir. Avec nous ce soir, Thomas Mulcair et Mathieu Bock-Côté. On le sait, en 2024, Pierre Poilievre a réussi à se maintenir en tête des intentions de vote. Puis objectivement, s'il avait réussi à forcer une élection cet automne, il aurait été en position de gagner une majorité, mais il n'a pas réussi à battre le mur de la méfiance de l'électorat québécois. J'ai rencontré donc ce matin pour discuter de ce défi, mais aussi pour essayer de comprendre ce qui se cache derrière ces slogans. Monsieur Poilievre, bon matin. Merci d'être avec nous. Merci. Il y a un sujet qui s'impose dans l'actualité. C'est comme l'éléphant dans la pièce, la menace de Donald Trump avec les tarifs, la frontière, mais plus largement là, face à l'économie canadienne. Vous voulez être premier ministre du Canada. Comment vous le géreriez? Vous aborderiez cette menace-là de M. Trump? Avec la force. M. Trudeau, il est un chef qui est faible, qui a perdu le contrôle des frontières, perdu le contrôle des dépenses, perdu le contrôle de notre économie. Et cet rapport force-faiblesse est le pire pour le Canada depuis au moins 100 ans. Donc, il faut rétablir la force. Comment? Tout d'abord, il faut reprendre le contrôle de nos frontières en renforçant et empêchant le trafic de drogue, d'empêcher l'entrée illégale des gens dans notre pays, en ayant plus de ressources sur la première ligne, pas des bureaucrates dans les bureaux à Ottawa. Deuxièmement, il faut rebâtir notre militaire et donner des assurances aux Américains qu'on est capable de sécuriser l'Arctique contre la Chine et la Russie. Et troisièmement, une force économique. Il faut aller à M. Trump en disant, écoute, la raison pour laquelle nous avons un surplus, c'est parce que nous vendons nos ressources naturelles dont vous avez besoin à un prix en bas du marché dont vous en profitez. Nous allons ramener plus de production ici au Canada en éliminant les obstacles de production de ressources naturelles, en contrôlant nos dépenses, en réduisant les taxes et impôts pour que nous puissions être plus forts ici au Canada sans une dépendance excessive sur les Américains. Alors, en reprenant le contrôle de nos frontières, notre sécurité et notre économie, nous pouvons être forts pour faire face à M. Trump. Mais demain matin, là, vous êtes premier ministre, vous prenez le téléphone, vous parlez à M. Trump, vous avez tous les problèmes. Vous lui dites quoi? Vous dites, s'il te plaît, donne-moi 6 mois, je vais régler ça? Sur la question de sécurité, je vais lui dire, OK, voici la carte. Ça, c'est le 29e parallèle. De quoi avez-vous besoin pour avoir le sens de sécurité? Où devons-nous mettre nos ressources de l'Arctique, dans l'Arctique pour protéger notre continent contre la Chine? Et je vais me concentrer à livrer ça, pas pour lui, pour nous. Je vais dire à lui que je vais mettre des grands gangsters de fentanyl dans le prison. On va fermer des super laboratoires qui produisent énormément de fentanyl, qui tuent notre On l'a fait là, en Colombie-Britannique 10 jours à peine. Mais ça commence finalement après 47 000 de nos citoyens sont morts et nous produisons un surplus de fentanyl. Moi, je vais détruire les gangs. Je vais scanner les conteneurs au port de Vancouver, Montréal, Prince Rupert, Halifax pour empêcher l'importation des ingrédients. Et ça va donner... Moi, je crois que M. Trump se préoccupe beaucoup des drogues. Il déteste les drogues. Il a perdu un membre de sa famille à l'alcool. Il déteste les drogues. Je veux détruire... Mais je ne veux pas faire ça pour M. Trump. Je veux faire ça pour protéger notre monde contre le poison de fentanyl. Mais M. Ford, lui, il disait cette semaine, il faut qu'on tire la plug. Il faut qu'on coupe le courant aux États-Unis s'ils nous imposent des tarifs. Est-ce que vous pensez que c'est une menace qui est constructive, efficace?
Il doit y avoir un calcul dans la tête de M. Trump que les Américains seront plus faibles avec des tarifs et plus forts sans les tarifs. Donc, oui, il doit y avoir une réponse très forte. En même temps, il doit y avoir une offre pour renforcer le Canada et le convaincre. Parce que je vais dire à M. Trump, si l'économie canadienne est plus faible, on va avoir moins de ressources pour notre militaire, moins de ressources pour la frontière, ça va affaiblir les Américains aussi. Si nous sommes plus forts ici au Canada, ça va avantager les Américains aussi. Donc, un rapport de force. Le Canada d'abord, finalement. On a un premier ministre qui est post-national, qui a perdu le contrôle de nos frontières, qui est vu comme une blague à travers le monde. On a besoin d'un chef qui est fort et qui peut livrer le Canada d'abord. Avez-vous commencé à tisser des liens avec la nouvelle administration? Je prends mon temps. Je prends mon temps parce que je suis la règle un premier ministre à la fois. C'est pas parce que je suis supporter de l'approche. Parce que vous n'êtes jamais allé à Washington. Il y a d'autres chefs d'opposition. M. Mulroney est allé, M. O'Toole. Ça n'aurait pas été une bonne idée? On va choisir un bon temps pour y aller. Et quand je vais aller. Quand j'irai, ça va être avec un rapport de force. Jamil Jivani, votre député, qui est un proche ami, il est allé à la fac avec J.D. Vance, etc. Est-ce qu'il sert à vous ouvrir des portes? Évidemment. C'est une très bonne personne, Jamil Jivani. Et il m'a dit qu'il va faire les arguments contre les tarifs et pour un Canada très fort. Il appuie aussi une approche qui met le Canada d'abord. Donc, je pense que c'est un atout pour le Canada d'avoir un député comme ça. Vous êtes premier dans les intentions de vote au Canada depuis... On a arrêté de compter, là. Vous avez essayé de défaire le gouvernement 3 fois cet automne. Vous voulez une élection, vous voulez être premier ministre. Pourquoi Pierre Poilievre mérite d'être le premier ministre des Canadiens? Bon, les Canadiens ne me doivent rien. C'est pas comme les Canadiens doivent m'élire. C'est parce que... Mais pourquoi vous méritez la grosse job? Parce que j'ai le meilleur plan et j'ai la meilleure approche pour renverser le dommage que Justin Trudeau a causé. On a vu que la dette a doublé, la criminalité d'armes a doublé, le coût de logement a doublé, l'usage des banques alimentaires a doublé. C'est les politiques socialistes étatiques qui causent cette misère. Et c'est seulement mon plan pour contrôler les dépenses, éliminer la bureaucratie, réduire le déficit, les taxes et les impôts qui va augmenter le pouvoir d'achat des gens, de libérer nos entreprises de produire plus de ressources naturelles, d'éliminer le TPS sur le logement pour économiser 50 000 $ pour une nouvelle maison d'une jeune couple et mettre des criminels récidivistes en prison. Effectivement, pour un résumé, c'est de ramener la promesse du Canada. C'est ce que j'offre. La promesse du Canada, c'est très simple. C'est la promesse que le pays m'a fait quand j'étais né d'une mère monoparentale adoptée par 2 enseignants. C'est une promesse très simple. C'est un deal, en effet. Vous travaillez fort, vous avez une maison, de bonne nourriture, et vous pouvez vivre dans une communauté sécuritaire. C'est ça ce que je vais ramener. Je vous écoute, là. Ramener la promesse du Canada, couper les taxes, réparer le budget, construire des maisons, on va stopper le crime, ça prend un premier ministre fort. C'est pas un reproche que je vous fais, mais vous offrez... C'est des phrases courtes, c'est percutant, c'est un slogan, les gens ça rappelle. C'est comme si c'était la version canadienne de « Make America Great Again ». Puis c'est pas pour vous comparer à Donald Trump, là. C'est pour l'idée d'offrir des solutions simples à des problèmes hyper complexes dans la société. Mais les problèmes ne sont pas complexes. Du tout. La crise du logement, c'est pas complexe. Pas complexe. La crise de l'immigration, c'est pas complexe. Non, du tout. Parce que c'était imposé par le gouvernement. Le problème, c'est le gouvernement. Une crise de logement. OK. On a le 2e plus grand montant de terrain au monde. Beaucoup de ce terrain est autour des villes. Mais nous avons le moins de maisons par capita parmi les pays du G7. Expliquez ça. Plus de terrain. Mais le monde n'a pas envie d'habiter à Mont-Laurier pour travailler à Montréal. Non, mais le terrain autour de la ville d'Ottawa, vous demeurez à Ottawa, il y a les terrains partout. On ne fait rien avec
parce que le gouvernement contrôle et restreint les terrains sur lesquels on peut bâtir. Les Américains, ils ont 8 fois notre population, avec moins de terrain, et le logement est un tiers moins cher. Expliquez ça. Expliquez ça. Comment ça se fait que Toronto est plus cher que New York, que Vancouver est beaucoup plus cher que Seattle? C'est les décisions du gouvernement. Mais un tiers. Non, c'est les 3 niveaux du gouvernement. Les taxes sont un tiers des coûts des logements. Juste des taxes directes. Ça ne comprend même pas des énormes délais pour des approbations. Donc, je propose d'enlever le TPS et de signer des ententes avec les provinces pour inciter des municipalités d'accélérer la construction. Je vous donne un exemple. Laval, Longueuil, explosion de construction à cause du fait que leurs municipalités ont accéléré les permis et libéré les terrains. Eux autres devraient recevoir plus d'argent du fédéral. Montréal, par contre, la ville, l'hôtel de ville devrait être puni parce que la mairesse bloque 25 000 logements. Toronto devrait être puni pour avoir augmenté les taxes de développement. La municipalité devrait être punie. On devrait favoriser des municipalités qui accélèrent la construction, qui coupent les frais de développement et qui libèrent les terrains, tout en éliminant le TPS sur les nouveaux logements. 100% du blâme pour l'augmentation dans le coût de logement, c'est les gouvernements. Ce n'est pas des problèmes géographiques. Donc, vous, l'idée, c'est on coupe le gouvernement puis on laisse le marché faire sa job. On enlève les taxes et le coût de la bureaucratie qui a gonflé les prix de logement ici au Canada pour permettre plus de construction. Plus d'offres, ça veut dire un prix plus abordable. En plus, il faut être vrai, il faut ralentir l'immigration. Et ça, c'est simple aussi. C'est une décision que Trudeau a faite pour importer 1,2 million de personnes dans un an. C'est une décision gouvernementale. Vous faites quoi, vous? Vous dites, on a construit 200 000 maisons, on va prendre 200 000 personnes? Oui, on va avoir un ratio comme ça. Comme quand j'étais ministre responsable de logement, on a construit 200 000 logements et la population a grandi de 270 000. Donc, on avait plus de logements de ce qu'on avait besoin. Et on doit établir un ratio qui dit, l'année dernière, on a bâti 260 000, on ne peut pas avoir plus de, disons, 400 000 plus de personnes parce qu'on n'a pas assez de logements ajoutés. Il va y avoir une formule... Vous ne craignez pas que ça plonge le Canada en récession, qu'on dépend de cette main-d'œuvre-là? On est dans une récession par capita. On est dans une récession par capita parce que le gâteau grandit moins vite que la population. Donc, il y a plus de fourchettes dans le gâteau qu'il y a de gâteaux. Donc, moi, je veux augmenter l'économie en termes par capita pour qu'il y ait plus de gâteaux pour chaque personne. Donc, et en plus, l'immigration que nous importons maintenant, ça ne fait rien pour notre économie. En termes de par capita, notre économie est plus petite qu'il y a 10 ans, ce qui est incroyable. Lorsque les Américains ont vu une augmentation de 18 pour agrandir notre économie, il faut libérer les entrepreneurs et les travailleurs de produire plus et non pas juste importer des gens dans une économie plus pauvre. Bien, c'est les taxes, réparer le budget. Oui. On va voir la mise à jour économique, là, mais on a tous compris là, que le déficit va être plus important que prévu. Là, 50, 60 milliards, on verra lundi. Comment vous allez payer pour ça? Pauvre Mme Freeland, hein? Elle a promis 40 milliards de dollars de déficit et maintenant, M. Trudeau l'a forcé de dépenser plus d'argent et briser sa promesse. Quel embarras pour Mme Freeland. C'est vraiment de peine, là. Mais M. Trudeau, c'est une autre femme forte dans sa cabinet qu'il pousse, qui fait l'intimidation et maintenant il veut le remplacer avec un homme. Quel féministe, hein? C'est drôle. Vous êtes plus féministe que lui? Je suis honnête. Je ne fais pas des prononciations comme lui qui dit aux Américains qu'il devrait avoir une chef femme en même temps qu'il est en train de congédier la femme la plus forte dans sa cabinet. Ça, c'est de l'hypocrisie. Et par rapport au déficit, je vais couper l'aide à l'étranger.
Je vais couper la bureaucratie. Il va y avoir moins de bureaucrates quand je serai premier ministre. Je vais couper les consultants. On dépense 21 milliards de dollars par année, récurrent, sur des consultants. Je vais couper ça. Je vais couper dans l'aide, le BS social pour les entreprises. Le BS social? Oui. Genre l'aide pour Stellantis puis la filière batterie? Honnêtement, est-ce que c'est une réussite? Pourquoi est-ce qu'on prend 40 milliards de dollars des petites entreprises comme le café ici? On les taxe. On met des impôts sur les petites entreprises. On ramasse ça à Ottawa. Des lobbyistes viennent à Ottawa et disent « Hey, donne ça à mon entreprise, donne ça à mon entreprise. » Et les politiciens qui ne savent rien donnent les milliards aux entreprises favorisées. Moi, je vais couper massivement dans ces programmes-là et je vais laisser l'argent dans les mains des vrais entrepreneurs et travailleurs en réduisant les taxes et les impôts. En rafale, parce que le temps file, je pense aux questions là, des gens avec qui je travaille, les inquiétudes qu'ils ont quand ils entendent Pierre Poilievre va couper puis équilibrer le budget. La PUJ, la prestation universelle là, pour les enfants. Là. Je l'ai créée. OK. Puis l'allocation canadienne pour enfants, vous allez la garder? Pour les enfants, vous parlez de... Oui. Le PUJ, vous parlez de l'allocation pour les enfants? Oui, mais M. Trudeau l'a bonifié. C'est énormément d'argent pour les familles. Vous la gardez? Oui. Promis? Oui, parce que je veux mettre l'argent dans les poches directement des parents. C'est mon approche. C'est nous qui avons inventé cette approche-là pendant les années Harper. OK. Les garderies. On va travailler avec les provinces pour éliminer la bureaucratie que Justin Trudeau a imposée. Depuis l'annonce du programme de garde d'enfants, il y a moins de places de garde, il y a plus grande liste d'attente pour les enfants. Je savais que vous alliez me dire ça. Je suis allée regarder. Oui. En Ontario, il y a quand même 51 000 places qui ont été créées, dont 25 000 à 10 $. Ça, c'est des parents qui sont comme... Selon qui? Bien, selon le gouvernement ontarien. Ah, selon les gouvernements. Je vais regarder pour savoir parce que je rencontre constamment des garderies qui sont en train de considérer fermer leurs portes à cause de ce programme, à cause des restrictions. Les restrictions qui s'imposent contre le profit et contre le secteur privé. Moi, je crois qu'on devrait laisser plus de liberté aux provinces, aux parents et aux opérateurs donc, de prendre leur propre décision. Donc, le concept de payer pour les garderies, vous n'êtes pas sûr. C'est en ballottage dans le plan Poilievre. On verra. On va donner l'argent. Mais l'approche qu'on a prise au passé, c'est de donner l'argent directement aux parents. Ça a très bien fonctionné parce que ça enlève la bureaucratie et ça permet aux parents de prendre leurs propres décisions. Par rapport au transfert que le fédéral donne aux provinces, qu'il le donne aux agences, qu'il donne aux garderies, c'est pas clair encore que M. Trudeau a livré des programmes. Quand je promenade à l'extérieur du Québec, est-ce que je rencontre des gens qui disent j'ai 10 $ pour chaque jour? Je rencontre... C'est peu de gens qui peuvent dire ça après 9 ans de ce premier ministre. Donc, garderie en ballottage. Dernière chose, l'assurance dentaire. Il y a 1,2 million de Canadiens qui ont reçu des soins. C'est quand même 393 000 au Québec. Le monde... Oui, à peu près 2 C'est imparfait comme... À peu près 2 de la population. Oui, mais c'est imparfait, mais les gens, ils aiment ça, là, ceux là, qui ont des bouches dégueulasses puis qui peuvent au moins aller se faire soigner un peu. Premièrement, ça vient où, les chiffres-là? Bien là, c'est Monsieur Trudeau, Monsieur Trudeau. Donc, assurance dentaire en ballottage. On verra si c'est vrai, les chiffres. On sait maintenant, même selon les chiffres du gouvernement Trudeau, si on les croit, et je crois presque rien qu'ils disent, 97 % des Canadiens ont reçu rien, sauf qu'une facture pour payer les taxes. Donc, on a un programme pour nourriture pour d'enfants sans aucun repas. Au programme pharmaceutique, sans aucune pilule. On a un programme pour enlever les armes à feu. 0 armes à feu enlevées, 60 millions dépensés. Donc, chaque fois que M. Trudeau fait des promesses de dépenser l'argent pour un grand bénéfice, c'est la bureaucratie qui grandit à Ottawa, les coûts qui vont sur la table de monsieur et madame tout le monde. Et moi, je veux des programmes qui livrent vraiment pour les gens au meilleur prix. Dernière question. Oui. Dernier sujet, là. Le Québec. Je regardais les sondages. En février, vous étiez à 24 %. Là, vous avez baissé pendant l'année. Qu'est-ce qui se passe au Québec? Moi, je vais continuer de dire exactement ce que j'ai dit. Le Québec sera beaucoup plus fort quand je serai premier ministre. Pourquoi? Parce que le fédéral sera beaucoup plus petit. On va réduire le pouvoir, la taille,
le coût de l'État fédéral et laisser les Québécois et le Québec plus d'autonomie. Le Québec aura plus d'autonomie quand je serai premier ministre que dans l'histoire du Canada, parce que je veux massivement réduire le pouvoir du fédéral. Le Bloc, contrairement à ce qu'ils disent, vote toujours pour agrandir l'État fédéral. Il a voté pour 500 milliards de dollars de dépenses inflationnistes, bureaucratiques, centralisatrices, y compris des programmes qui sont contre les intérêts du Québec. Moi, je vais réduire ça. Je vais laisser plus d'autonomie au premier ministre du Québec, aux Québécois. Je vais laisser la souveraineté sur les portefeuilles des Québécois. Ils peuvent prendre leurs propres décisions. Si vous voulez moins d'Ottawa dans votre vie, vous avez un choix dans les élections, comme Québécois, c'est d'élire les conservateurs. Mais vous êtes conscient que les Québécois sont immensément méfiants face à vous. Ils vous aiment pas. T'sais. Vous pensez pas que ça a à voir avec votre ton? T'sais, vous traitez la mairesse d'incompétente, Justin Trudeau est un cinglé. Est-ce que c'est vrai? Mais est-ce que c'est vrai? Mais c'est pas à moi de dire si c'est vrai ou pas. Si mais est-ce que c'est à vous, comme futur premier ministre, d'insulter la mairesse de Montréal, de traiter le premier ministre de cinglé? Sérieusement. Des fois, je dois avouer que les politiciens ont fait tellement de dommages à la population, des fois, je trouve ça, que ça me fâche. Je rencontre un jeune homme qui travaille chez Labatt dans l'usine, qui me dit il a honte de regarder ses 3 enfants dans les yeux parce qu'il travaille sans arrêt et il ne peut pas payer pour l'épicerie. Mais c'est une raison pour insulter la mairesse puis traiter le premier ministre de cinglé? C'est un homme qui travaille fort, qui ne peut pas acheter une maison, qui ne peut pas payer ses factures à cause des décisions des politiciens, oui, incompétents. Ici à Montréal, quand j'entends que la mairesse bloque 25 000 logements, quand on a une crise de logement, que le coût de loyer a triplé à cause des décisions des politiciens et politiciens, je vais dire la vérité, je pense qu'on est devenu trop poli et la politesse est devenue excessif et ça cause des problèmes. On est très poli avec les politiciens. On n'est pas poli avec la population. On est très cruel avec la population maintenant au Canada. Moi, je vais être plus gentil à la population, à ce jeune gars qui travaille pour nourrir ses enfants, à la mère monoparentale à Montréal qui ne peut pas payer ses factures. Je vais être plus gentil et plus généreux avec eux, mais je ne suis pas généreux avec les politiciens qui ont causé la misère que nous voyons dans nos rues. Mais vous dites, on est trop poli avec les politiciens, mais vous, des fois, vous n'êtes pas poli avec personne. T'sais. Je veux dire, regardez l'entrevue que vous avez faite avec Paul. En quoi c'est un geste de faiblesse? Rien. Mais encore? Rien. Rien. Non, j'étais poli, il m'a posé des questions, j'ai répondu. Mais non, mais sérieux, là, vous ne pouvez pas être fier de vous après celle-là. Là. Est-ce que je suis poli maintenant? Vous êtes poli maintenant, je vous le OK, donne. merci. Leçon apprise de ça? Leçon apprise, il faut comprendre que je ne travaille pas pour les politiciens, des lobbyistes, même des journalistes en particulier. Je travaille pour la population. Et maintenant, ça va mal au Canada. Ça va vraiment mal. Et d'excuser les décisions incompétentes qui a causé cette misère, ça contribue au problème. Donc, je dis vrai. Et s'il y a une compétition entre la vérité et la politesse, je choisis la vérité. Je vais dire vrai. Merci beaucoup, M. Poilievre. Noël chez les Poilievre, ça va être quoi cette année? Ça va être Feliz Navidad avec ma femme et la famille. On va se reposer à Ottawa. Beaucoup de neige, bonhomme de neige et beaucoup de temps avec les enfants. Et j'espère que vous allez avoir la même joie. J'espère aussi. Oui, merci et beaucoup. joyeux Noël. Joyeux Noël.